sont retournés au pays. Mais voyez-vous, comme je l'évoque dans mon livre, comme le monde est bizarrement fait. Ils ont acquis, à la fin des années 80, au début des années 90, leur indépendance. C'est magnifique. L'Arménie est indépendante. Et ça a été suivi par des massacres terribles, par les guerres contre les Azéris, et récemment, le roman a été publié avant. Il a été rattrapé par ces guerres. D'ailleurs, la composante azérie est importante. Il est extrêmement important parce que pour les Arméniens, c'est un peuple turc, les Azéris. Donc il y a toujours, voyez-vous, cette confrontation qu'on n'arrive pas à régler. Ils vivent dans deux pays différents, magnifiques l'un comme l'autre, mais l'entente ne se fait pas. Et la dernière guerre a fait, d'un côté comme de l'autre, à peu près 6 000 morts. Oui. Donc imaginez, pour quelques lopins de terre, on a enterré 6 000 jeunes garçons, plus bien sûr les blessés et leurs mères qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Alors il y a une question que le journaliste se pose et que je vais vous poser et vous aurez la réponse, c'est comment une défaite militaire peut-elle déboucher sur une victoire électorale? Là, on est dans la géopolitique. Non. Je ne suis pas spécialiste, donc non, mais c'est vrai, on peut je m'abstiendrai d'un jugement. Oui. C'est vrai que je pense qu'ils se sentent perdus. Moi, je vous dirais la même chose. Comment la Russie qui a quand même, c'est la Russie qui a permis la fin du génocide. Parce que les Russes, quand ils ont vu ce qui se passait en 1915, ils ont introduit leurs troupes. Ils ont écarté les Turcs et le génocide s'est arrêté. Donc, au moins, cette mémoire-là aurait dû peut-être suggérer aux Arméniens d'aujourd'hui, aux jeunes qui connaissent si mal l'histoire, je ne sais pas, de ne pas crier les Russes, aller à Moscou, foutez-nous le corps et brûler les drapeaux russes. Peut-être que le moment n'est pas très bien choisi. Alors, il y a 2 ans, pour dire la vérité, je suis allé en Arménie. Je suis allé à Erevan dans le cadre du sommet de la francophonie et d'une réunion de la presse. Et il y avait dans la foule une joie de vivre et une fierté assez extraordinaire. J'ai trouvé qu'à ce moment-là, bon, depuis il y a eu la guerre qui a changé les choses, mais à ce moment-là, ils avaient réussi à se libérer, à se développer. Les Arméniens est un peuple qui a la joie de vivre, qui aime montrer sa joie de vivre. C'est un peuple d'une grande vitalité, c'est vrai. Et ça tient peut-être justement à l'ancienneté de leur histoire. Ils ont traversé tant des revers de fortune, vous voyez, tant de guerres, tant de massacres, que ça les a blindés un peu. C'est terrible de le dire parce que de toute façon on souffre. Et quand on parle des peuples en général, ça ne veut rien dire. Parce qu'une mère qui perd son enfant à la guerre, c'est une tragédie sans nom. Elle ne va pas se souvenir du milieu du 5e siècle, voyez-vous, de la belle littérature arménienne. Il voit ce corps qu'il faut enterrer, c'est tout ce qu'il voit. Mais je pense que tout simplement, il faut bien, puisque vous avez évoqué la géopolitique, il faut bien savoir choisir ses alliés. Et à mon avis, le gouvernement, c'est pas le peuple, le gouvernement était un peu léger dans le choix de ses alliés. Bien, votre héros, cet ami arménien, avec tous les problèmes qu'il a, il ne connaîtra jamais l'amour charnel. Mais il connaît le grand amour. Oui, mais peut-être il faut que le lecteur découvre la façon dont cet ami découvrira quand même l'amour. Et peut-être l'amour, un amour bien plus important que l'amour charnel que nous avons tous connu et qui nous a laissé, comme tout désir, un peu à notre fin. Parce que c'est le propre du désir. Quand il est consommé, il engendre un autre désir, ainsi de suite. Céline disait, le meilleur moment dans l'amour, c'est qu'on monte l'escalier. Il n'avait pas tout à fait tort. Enfin bon, c'est l'aphorisme à la française. Oui, les Français adorent ces aphorismes. Vous aimez, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est cartésien. On dit aussi, l'amour c'est les petits mots avant, non, les grands mots avant, les petits mots pendant et les gros mots après. Et donc, voyez-vous, c'est un peu cynique quand même pour les Russes. Les Russes frissonnent quand ils entendent ça. Ils sont plus sentimentaux, peut-être plus romantiques que les Français. Mais grâce à votre esprit cartésien, vous définissez bien les choses. Alors, le narrateur, il faut le dire, c'est un parcours initiatique. Cette amitié est pour lui un parcours initiatique. L'homme qu'il est devenu n'aurait jamais été le même s'il n'y avait pas
Freud parlait de l'événement clé de l'enfance. Oui. Moi, je n'aime pas tellement ce terme. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plusieurs événements clés. Il n'y a pas un seul événement, un seul drame qui nous forme après. Mais à mon avis, il y a des rencontres qui, pour nous, sont vitales. Et quand, après plusieurs décennies, on jette un regard rétrospectif sur notre passé, on se dit, mais oui, c'est vrai, que si je n'avais pas fait cette rencontre avec un homme, une femme, un enfant, je n'aurais pas été parfaitement le même. Enfin, je garderais sans doute ma spécificité, mais j'aurais été différent. Alors dans ce livre, il y a toute une évasion dont on ne va pas raconter parce qu'on laissera le lecteur le découvrir, mais c'est vrai qu'il y a quand même un souffle d'aventure entre ces deux garçons. Ils ont des projets, ils creusent leur tunnel vers la liberté, chacun à sa manière. Ce n'est pas uniquement de l'introspection entre deux personnages, il y a aussi une aventure. Ils ont les occupations de leur âge, si j'ose dire. Ils ont le cerveau de leur âge. À cet âge-là, on aimerait être un aventurier, on aimerait être sauveur de l'humanité, on aimerait être redresseur des torts. Et ils sont cela, l'un comme l'autre. L'un est peut-être plus sage et un peu plus timoré, l'autre, avec son effervescence caucasienne, vous voyez, il se lance dans des grands projets. Donc il y a toute une palette de sentiments. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement cette question. Comment on appréhende l'autre? Parce que c'est peut-être la première fois que, dans ma vie, quand j'avais 13 ans à l'époque, que la question s'est posée. À quoi, enfin, quel verre grossissant on doit posséder pour comprendre l'intimité de l'autre? Parce que c'est très facile, quand on est adulte, grosso modo, on voit l'âge, on voit le sexe de la personne, donc on imagine à peu près sa position familiale, et puis la position sociale. Et ces deux identités nous suffisent, qui sont très mutilantes, parce qu'il y a tout un monde intime, intérieur, qui se cache derrière. Mais dans la vie réelle, très rapide, agitée, où nous vivons, ça nous suffit souvent, hélas. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose chez Vardan, chez ce jeune garçon, tellement étrange, il y avait quelque chose qui dépassait ces deux identités. Ce que j'appelle la première et la deuxième naissance. Nous avons évoqué ça pour le roman précédent, n'est-ce pas? Oui, il y a cette alternaissance. Il y a bien sûr notre essence, notre identité biologique. Nous sommes nés hommes, femmes, noir ou blanc, et ainsi de suite. Ethniquement, nous sommes définis. Il y a des déterminismes. Il y a bien sûr notre socialisation, notre sociale. Il y a quelque chose, nous sommes mutilés. Et le regard d'autrui nous mutile parce qu'il ne voit que cela, notre biologie et notre sociologie. Et c'était peut-être une première idée dans mon esprit de voir quelque chose quelque chose de différent que cet enfant portait en lui. Vous avez, tout au long de votre vie, en pensant à cette période, espéré un jour recevoir un coup de téléphone magique d'un Vardan qui serait là et qui viendrait vous voir et que vous pourriez regarder dans les yeux. Et ces coups de téléphone se répétaient. Et finalement, l'écriture du livre, ça sert à cela. Le livre, c'est toujours une sorte de compensation spirituelle. Ce qu'on ne peut pas atteindre matériellement, on l'atteint dans un livre, et on l'atteint bien mieux. Pourquoi? Parce que nous avons parlé du désir, tout ce qu'on possède, c'est très périssable. C'est très périssable parce que ça engendre le désir, ainsi de suite. Le désir, la nature de l'homme et le désir, c'est ce que ça, il avait tout à fait raison. Mais là, c'est quelque chose au-delà des désirs, au-delà de l'envie de posséder l'intimité de l'autorité, comment vous dire, d'en faire son esclave en quelque sorte, par sa compréhension, parce que même dans l'amitié, que les esclaves d'autrui. Là, c'est un sentiment plus décanté, et ce sentiment décanté est exprimé dans le livre. Alors, l'homme qu'on est, le personnage que nous sommes, on est très sensible au cadre dans lequel on vit, bien entendu, le cadre est important. Le narrateur retourne à la fin du livre dans cet espace qu'il a connu étant enfant et on ne reconnaît rien. Tout a changé. C'est une grande ville moderne. C'est une grande ville moderne. Oui,
je n'ai pas voulu être passiste en disant mais non, enfin, avant c'était mieux. Non, non, c'était pas du tout le cas, parce que la vie était dure, la vie était pauvre, la vie était misérable, mais malgré cette misère, peut-être l'homme était plus ouvert vers cette alternance, vers cette nouvelle identité qui nous manque à nous tous. C'est-à-dire que là, devant cette pléthore d'objets qui nous assaillent, les Russes l'ont vécu très douloureusement parce qu'ils sont passés très rapidement, oui. Très rapidement dans une société très égalitaire, quand même assez, comment dire, assez frugale, il faut le dire, enfin, gentiment, frugale, où on manquait beaucoup de choses, vers une abondance superflue. Moscou aujourd'hui, c'est Chicago, puissance 10, vous voyez, la richesse s'étale. Et pour moi, c'est un peu délicat de le vivre. Peut-être parce que j'appartiens encore à cette ancienne génération. Mais c'est vrai que quand on retourne sur un lieu qu'on a connu quand on était enfant, on a du mal à retrouver ses repères, et le narrateur, la même chose. Et même la mémoire de ce qui était les rapports humains est brouillée par la société de consommation et de communication. Ah oui, on se rappelle de lui, mais en attendant, on va regarder un match de foot quand même. Grosso modo, c'est ça. En fait, vous avez dit communication. Ce qui a été remplacé par la communication, c'est la communion. On communiait avec autrui. Ça, il y avait à un moment autour de la table d'un de ces vieillards arméniens, Sarven, c'est un grand géant très placide. Autour de sa table se rassemblent les anciens prisonniers. Et ils disent à cet Arménien, on vient pour se dégeler l'âme. Pour se dégeler l'âme. Oui, l'âme est gelée. Et donc on peut la dégeler. Pour se dégeler l'âme, et peut-être ce sont ces moments qui manquent aujourd'hui dans la civilisation russe, mais dans la civilisation occidentale aussi. Alors dans ce milieu dans lequel se situe votre roman, on a parlé des femmes, mais elles sont importantes, hein. C'est elles qui transmettent, c'est elles qui gardent c'est les gardiennes de la tradition. Le rôle de la femme, à mon avis, il est plus métaphysique que le rôle de l'homme. D'abord, c'est la femme qui donne la vie, mais elle donne la mort aussi. Comment vous dire, l'homme est plus léger par sa nature. La femme amène la possibilité de donner la vie, mais de mettre au monde un mortel. On oublie souvent cela. Dans le train, je voyais un tout petit bébé, la mère l'embrasser, embrasser ses jambes, embrasser ses mains. C'était tellement touchant. Et je me dis, mais même cet enfant, je lui souhaite de vivre jusqu'à 100 ans et au-delà. C'est quand même un petit être mortel, c'est quelques dizaines de milliers de jours. Notre vie fait quelques dizaines de milliers de jours. Dans le livre précédent, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Et quand on se rend compte, c'est qu'on a déjà vécu la moitié de notre vie, c'est-à-dire qu'il nous reste 20 000 jours à vivre. C'est-à-dire c'est rien. Et ce livre-là montre peut-être cette possibilité d'élargir la vie, d'approfondir la vie. On ne peut pas, comment vous dire, l'étendre. On ne peut pas la dilater. On a un nombre requis de jours. À travers d'une rencontre, à travers quelques instants vécus, on peut atteindre l'éternité. On peut atteindre une vision globale de la vie. Bien, mesdames, messieurs, je ne vais pas accaparer trop le temps. Si vous voulez poser des questions,